Lancelot, le seul perso ayant dû s'hydrater au paroxysme pour devenir surpuissant. La Dame du Lac qui entre enfin dans la trame principale. La fin inattendue du flashback. Et Lancelot, apparemment, qui aurait balancé une technique aussi puissante que celle des péchés capitaux face au roi démon. Non. Le liqueur, faut pas trop abuser quand même. Ah et oui, j'avais aussi raison. Jéricho est bel et bien détestable. Bref, ce chapitre 211 des 4 cavaliers de l'Apocalypse était vraiment inattendu. Et bien sûr, on doit absolument en parler. Et donc, yo les bros, ici Big Manga. J'espère que vous allez bien, car pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review complète du chapitre 211 des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Lancelot, le chevalier du lac. En fait, après avoir relu ce titre et vu ce que devient Lancelot par la suite d'après son one-shot, je me suis demandé, dans quel genre de monde je n'ai pas pu voir la supercherie derrière tout ça. Et c'est dans celui-ci. Perso, je pense que ce chapitre aurait même pu s'intituler Lancelot, le prince du lac. Mais bon, Nakaba fait ce qu'il veut. Bien sûr, comme d'habitude, il y a plein de points à revoir ensemble. Parce que absorber tout un lac, c'est pas rien. Et sortir une technique au niveau de Nemesis, non, là, faut vraiment parler avec le liqueur. Moi, je le dis, si c'est sous ce format qu'il veut nous donner les spoils, il n'a qu'à plus sortir les leaks. Voilà. Bref, je vais pas trop rallonger l'intro, mais juste installez-vous confortablement les bros. Comme d'habitude, on va passer un moment assez chill où je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu comprendre de ce chapitre et j'espère vraiment que ça vous plaira autant que d'habitude. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Et donc, on démarre fort avec les dégâts laissés par l'attaque de Lancelot sur la Dame du Lac. Et là, franchement, le perso nous sort un move digne de Moïse. Bâton entre les mains, il a littéralement divisé le lac en deux, transperçant la Dame du Lac avec son attaque. Une scène incroyable qui montre à quel point Lancelot a évolué. Parce qu'il faut s'en rappeler, il y a à peine 100 jours de cela, le perso n'arrivait même pas à égratigner une seule tentacule de la Dame du Lac avec cette même technique. Et oui, c'est bien la route scintillante qu'il a utilisée, même s'il ne le dit pas clairement. Mais après avoir encaissé ce coup, la Dame du Lac, au-delà de toute douleur, remarque encore une fois de plus à quel point le pouvoir magique de Lancelot était spécial. Un truc qu'elle avait déjà senti dès son entrée dans cette dimension. Lancelot n'est définitivement pas comme les autres. Il est spécial. Mais bon, pour Lancelot, tout ça c'est du blabla. Parce que juste avant, elle avait repoussé son attaque comme si de rien n'était. Et même là, elle se régénère tranquillement sans la moindre trace de blessure. Aussi, la Dame du Lac le confirme sans sourciller. Lancelot est une incroyable incarnation de pouvoir latent. En seulement 100 jours passés dans cette dimension, à boire ses taux encore et encore, il a littéralement sublimé sa magie à un niveau incroyable. Et c'est là qu'elle balance une phrase qui a pas mal fait parler. Parce que, bien sûr, le liqueur, fidèle à lui-même, nous a encore sorti une traduction de dingue, affirmant noir sur blanc que la Dame du Lac disait que l'attaque de Lancelot avait le niveau de Nemesis, l'attaque combinée des péchés capitaux contre le roi démon. Mais pas du tout. Car en réalité, elle dit simplement que la route scintillante, une fois parachevée, pourrait égaler voire même surpasser cette fameuse attaque Nemesis. Elle parle donc du potentiel et pas du niveau actuel de cette technique. Mais alors, est-ce que c'est vraiment possible? Honnêtement, je pense que Nakaba a oublié un tout petit détail sur cette technique des péchés. Parce que ce n'était pas juste une attaque combinée des péchés. Non. Rappelons-le, Meliodas avait utilisé son contre total plusieurs fois sur elle. Ce qui a au moins au minimum multiplié la puissance de celle-ci par 10, je dirais. Alors, est-ce que la Dame du Lac sous-entend vraiment que la route scintillante de Lancelot a un tel potentiel? Oui et non. Parce que selon moi, même si l'auteur ne peut pas le préciser vu que c'est la version boostée de l'attaque que la Dame du Lac a dû absorber, la route scintillante a un potentiel supérieur à toutes les attaques individuelles des péchés capitaux. Ça, c'est un fait. Sauf évidemment le mode pouvoir originel de Meliodas, que Nakaba a même dû supprimer du récit tellement il était boosté avec. Mais concernant l'attaque Nemesis, je dirais que la route scintillante pourrait atteindre le niveau d'un Nemesis normal, pas celui qu'on a vu face au roi démon. Soyons honnêtes, je pense que Nakaba s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux là-dessus. Il a un peu sous-estimé cette attaque des péchés. Et vu que la Dame du Lac a dit que Lancelot pourrait parachever cette technique dans quelques années, la vraie question c'est maintenant, est-ce qu'il y est vraiment parvenu 5 ans plus tard? Personnellement, j'en doute un peu. Oui, la puissance de l'attaque a clairement explosé depuis. Mais je pense que celle-ci n'est pas encore totalement parachevée.
sauver. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, Lancelot doit encore trouver l'arme qu'il cherche, car même l'épée de Nanashi qu'il avait récupérée et qui pouvait résister à sa magie était déjà émoussée. Elle ne pouvait probablement pas supporter à pleine puissance la route scintillante. En gros, il se limitait volontairement à cause de son arme. La preuve, face au fragment chaotique d'Arthur, il avait tenté d'y aller à fond avant que l'arme ne se brise net. Et ici, avec son attaque sur la Dame du Lac, malgré toute l'évolution qu'on constate de lui, après cette attaque, sa lance reste intacte. Une lance qui est, je le rappelle, assez normale. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Revenons au chapitre. Alors après avoir balancé cette technique sur la Dame du Lac, Lancelot s'effondre de fatigue. Et c'est logique, car même s'il possède l'un des plus grands pouvoirs du verse, sa réserve magique, elle, ne suit pas encore. Il en a trop libéré d'un coup. Résultat, il s'effondre, car il ne peut lancer la route scintillante qu'une seule fois avant d'être totalement vidé de son énergie, du moins actuellement. Et en plus, il ne peut pas encore l'utiliser à 100% de sa puissance, car comme le dit la Dame du Lac, Lancelot est un condensé de potentiel latent. Il a le potentiel, mais il n'est pas encore capable de l'exploiter pleinement. Et là, étrangement, on assiste à un tournant assez inattendu. Vu que Lancelot est le premier humain capable de résister à la Dame du Lac et même à son eau, face à cela, la Dame du Lac découvre quelque chose de totalement nouveau pour elle, l'amour. Ouais, vous avez bien entendu, la Dame du Lac, une entité purement magique sur les bords, commence à parler et à réagir comme une humaine, parce qu'elle ressent pour la toute première fois des émotions humaines. Et c'est là qu'elle lâche une phrase qui, pour moi, confirme un point fondamental. Elle dit donc à Lancelot que c'est lui qui possède le plus grand des pouvoirs, et elle, qui est littéralement une réserve magique infinie, s'unissait, elle ne pourrait même pas imaginer ce qui en découlerait. Mais elle se reprend aussitôt, un peu gênée, et avoue qu'elle raconte n'importe quoi, parce que c'est tout simplement impossible. Lancelot, fidèle à lui-même, la repousse aussitôt, écœuré par ses mots. Et c'est là qu'en repensant à ce que venait de dire la Dame du Lac, j'ai percuté un détail énorme. Car peut-être donc qu'il y a une énorme différence entre un pouvoir magique et une réserve magique. En gros, même si Lancelot finira par obtenir une réserve magique infinie par la suite, son niveau magique restera le sien. Il possédera toujours l'un des plus grands pouvoirs. Mais cette fois, il pourra l'exploiter bien plus, sans que ses réserves se vident à chaque fois. Donc on a bien deux notions distinctes. Le niveau magique ou le pouvoir lui-même et la quantité de magie, autrement dit, les réserves magiques. Et donc en fusionnant avec la Dame du Lac, Lancelot ne verra pas se renforcer son pouvoir magique comme tel, mais bien ses réserves. Et c'est peut-être même pourquoi on notifie qu'il avait une magie comparable au péché. Car oui, son niveau magique à son retour était bel et bien comparable à celui des péchés capitaux. Parce qu'il possède un pouvoir tout aussi grand. Et bien sûr, ce pouvoir a encore plus évolué en buvant l'eau de ce lac pendant plus de 100 jours. Mais quand il absorbe l'intégralité du lac, il ne rend pas sa magie infinie. Il rend simplement ses réserves magiques infinies. Car bon, ce lac est une réserve de magie infinie et non une magie infinie comme telle. Je sais pas trop si vous avez la vision, mais c'est crucial. Parce que si on disait que le niveau magique de Lancelot était infini après sa sortie ou sa fusion avec la Dame du Lac, alors ce serait incohérent de le classer comme comparable au péché à son retour. Dans ce cas, il aurait dû être catégorisé comme un être hors catégorie clairement. Mais non, le manga précise bien que son niveau magique reste comparable à celui des péchés capitaux et ça, c'est un fait. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Lancelot était déjà plus fort que les péchés à son retour. Non, simplement qu'il avait atteint un niveau comparable, voire légèrement en dessous. Aussi, ce n'était pas vraiment à cause de l'absorption totale du lac, mais juste de l'eau qu'il avait bu pendant plus de 100 jours que son niveau était comparable au péché. En gros, il avait déjà un niveau comparable au péché après ses 116 jours passés dans cette dimension à boire cette eau, sans sa réserve de magie infinie. Cette eau s'est probablement logée dans ses réserves magiques, les rendant tout simplement infinies. Mais bon, je garde ça pour plus tard, si je m'en souviens. Et donc on voit ensuite la Dame du Lac dire à Lancelot qu'elle ne veut pas le perdre, qu'elle aimerait le garder avec elle jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'à ses yeux, il est trop spécial. Mais bien sûr, Lancelot, lui, s'en fiche totalement. La seule chose qui compte pour lui, c'est Jéricho toujours prisonnière de la Dame du Lac. Et en entendant les cris de Lancelot, la Dame du Lac lui permet de parler à Jéricho une dernière fois, car elle n'en avait plus pour longtemps. Mais Lancelot, en voyant l'état de sa maîtresse, déclare tout simplement sans la moindre hésitation qu'il la protégera coûte que coûte. Et là, sans réfléchir une seconde de plus, il se jette dans le lac. Et franchement, la réaction de la Dame du Lac m'a juste fait gaulerie de fou. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et donc, c'est à ce moment-là que le narrateur intervient, expliquant que ce geste représente le choix, la détermination et le sacrifice de Lancelot pour sa maîtresse Jéricho. Il a choisi de la protéger coûte que coûte. Mais attention, il n'avait aucune intention de mourir ici. Cet acte, c'était celui d'un jeune garçon qui voulait vivre. Et une fois dans le lac, Lancelot commence à faire l'impossible. Sans hésiter, il se met à boire le lac. Oui, littéralement. Son objectif, le vider entièrement. Un lac
lac qui, rappelons-le, est apparemment infini. Autant dire que la Dame du Lac, comme Jericho, voit ça comme un acte suicidaire. Mais le narrateur reprend la parole. Et là, on sent toute la puissance du moment. La soif du jeune garçon surpassa de loin les espérances de la Dame du Lac. Cette soif, c'était sa volonté de sauver Jericho, l'affection profonde qu'il porte à sa mère, l'admiration immense qu'il ressent pour son père, celui qui a survécu au purgatoire, et surtout, le plus important, le potentiel colossal hérité des gènes de Ban qui parcourent son corps. Tout ça combiné a fait de lui un véritable réceptacle vivant, capable de contenir une puissance incommensurable. Et là, on assiste à une scène incroyable. Le lac tout entier commence à se vider et son contenu converge directement vers Lancelot. Une chose que même la Dame du Lac jugeait impossible. Et là, Lancelot se réveille aux côtés de Jericho, sur un lac complètement asséché. Plus précisément, au lac Salisbury, qui était probablement une faille menant directement vers la dimension du lac. En levant les yeux vers le ciel, il comprend immédiatement. Ils sont enfin de retour à Britannia. Mais un détail attire leur attention. Un petit fragment d'eau, vestige de la Dame du Lac, a réussi à survivre à son absorption. Et ce fragment remercie Lancelot. Elle le remercie d'avoir enfin accompli son souhait le plus cher, la libérer de ses chaînes. Mais Lancelot, lui, comme d'habitude, ne veut rien écouter. Et sans hésiter, il lui balance une nouvelle route scintillante, en pleine tronche, oui, encore une fois. Et après cela, il n'a aucune fatigue visible. Ouais, la fusion a donc bel et bien marché. Mais alors, la Dame du Lac est-elle réellement morte après cela? Pas forcément. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Et donc, voyons la réaction de Jericho après cette attaque. Lancelot, avec une maturité impressionnante, lui dit simplement « Je t'ai sauvé et c'est tout ce qui compte ». Il lui propose ensuite de rentrer ensemble à Benowick, leur chez eux. Mais là, la réaction de Jericho, franchement les gars, est-ce que vous allez encore me dire que c'est ce lac qui l'a rendu détestable? Non, soyons un peu sérieux. En fait, pour moi, il n'y a plus aucun doute possible. Jericho devient littéralement détestable à partir de ce moment. Et contrairement à ce qu'elle raconte, il est clair que ce n'est pas pendant ces 3 ans qu'ils ont passé dans cette dimension qu'elle a commencé à éprouver cela. Elle a dû commencer à éprouver des sentiments pour Lancelot lors de leur sortie à ce moment-là. Et cet amour, au lieu de disparaître, n'a fait que grandir encore et encore, jusqu'à la pousser à fuir Benowick 1 an plus tard. Voilà, on va être honnête, l'excuse de l'eau du lac, c'est fini, le débat est clos, Jericho est détestable, point final, du moins d'après mes points. Et donc, c'est là que le flashback se termine. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Lancelot, et bah c'est confirmé, la Dame du Lac ne l'a jamais entraîné durant son périple. Lancelot a vraiment acquis sa puissance démentielle à la fin de son périple. Par contre, là où j'avais pas tout prévu, c'est le fait qu'il ait pu booster ses capacités à l'intérieur de cette dimension avant même d'obtenir complètement ses pouvoirs à la fin. Et bon, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais encore moins à ce qu'il absorbe le lac entièrement. Mais honnêtement, ça reste super satisfaisant d'avoir eu raison sur un point où beaucoup doutaient. Alors pour ceux qui ont trouvé ce flashback décevant, bah je vous comprends un peu. Mais fallait s'y attendre. Je l'avais déjà dit, pour moi, rien de vraiment capital n'allait s'y passer, à part le moment où Lancelot obtiendrait enfin sa puissance démentielle, c'est tout. Bien sûr, je pensais qu'il allait conclure un pacte avec la Dame du Lac pour Jericho. Mais non, le gars l'a juste aspiré purement et simplement pour Jericho. Fin de l'histoire. Alors ouais, à part le fait que la Dame du Lac n'a toujours pas de véritable but narratif et que ça débunk totalement ma théorie sur l'origine des Chevaliers du Destin teasée par Bartra, je ne suis pas si surpris que ça en vrai. Je me demande maintenant d'où viendront ces derniers, les Chevaliers du Destin. Maintenant, pourquoi Lancelot a pu absorber entièrement le lac? Bah pour moi, la réponse est simple. Faut comprendre que Lancelot est devenu pour la Dame du Lac ce qu'était la dimension du lac pour elle. Il a pris sa place et si certains trouvent cela incohérent, alors faudrait aussi dire que les mots de la Dame du Lac, quand elle disait vouloir s'incarner dans quelqu'un, n'ont aucun sens. Parce que pour ça, elle aurait forcément dû transférer tout son pouvoir ou ce lac magique dans cette personne. Et Lancelot a juste fait la même chose, sauf que cette fois, c'est lui qui garde le contrôle. Elle vit désormais en lui. Elle est en quelque sorte maintenant emprisonnée dans Lancelot. Je sais pas trop si elle peut se manifester, ça je me le demande. Mais est-ce qu'un jour elle pourrait prendre le dessus sur le corps de Lancelot? Franchement, c'est en jamais. Parce qu'on parle là quand même de deux consciences dans un même corps. En connaissant Nakaba, ça sent le retour de twists bizarres en plein nez. Surtout qu'elle pouvait contrôler le lac. Qu'elle prenne les rênes du corps ne serait pas si incohérent. Ah et oui, pour ceux qui trouvent incohérent qu'il ait pu absorber tout le lac, j'allais oublier d'y répondre. Pour rappel, ce lac n'était pas vraiment constitué d'eau. C'était de la magie pure. Donc techniquement, Lancelot n'a pas bu un océan. Il a juste absorbé de l'énergie magique concentrée. Surtout que pour le parallèle, Ban pouvait absorber la force physique de ses adversaires. Et son fils, lui, a pu absorber la force magique. Ouais, voilà, son parallèle incroyable entre père et fils. Le meilleur duo père-fils. Ah mais là c'est Tristan, vous me décevez. Et donc, de retour au présent, on découvre enfin comment Ban et Elaine ont réagi au retour de Lancelot à Benowick. Spoiler alerte, ils étaient en larmes. Et franchement, c'est normal. Parce que si pour Lancelot et Jericho, il ne s'était écoulé que 116 jours dans cette dimension, et
Bah, en britannia, 3 longues années étaient passées. Et là, forcément, ça fait bugger le cerveau. Parce que ça remet carrément en question l'âge réel de Lancelot. Car dans le databook officiel du manga, il est dit noir sur blanc que Lancelot a 18 ans, tout comme ses compagnons. Et il n'y a pas de point d'interrogation là-dessus, comme avec Naizen et son humanité. Au moins là, on pouvait se poser des questions, mais pour Lancelot, non, il n'y a rien. Et donc, si l'on reste logique, tout porte à croire qu'il a vraiment 15 ans. En tout cas, dans son propre temps de vie. Il n'a vécu que 15 ans. Mais si on se base sur le moment de sa naissance, bah là, il en aurait 18. Même si normalement, on doit le considérer comme étant un gamin de 15 ans. Mais attendez, moi j'ai une autre théorie et celle-là, elle vient un peu tout chambouler. Parce que quand on y repense, on nous dit quoi? Bah que Lancelot a passé une centaine de jours dans cette dimension pendant que dans le monde réel, 3 ans s'écoulaient. Mais et si c'était justement ça le twist? Et si ces 100 jours vécus là-bas avaient eu sur son corps le même effet que 3 années réelles à Britannia? En gros, le temps ne s'écoulait peut-être pas pareil, mais le corps lui évoluait selon la temporalité ou le monde dans lequel il venait. Un peu comme sur Elbaf dans One Piece. Vous avez la vision, j'espère. Où le simple fait de poser les pieds dans ce lieu particulier te place sous ses propres lois, mais sans empêcher ton corps de suivre sa croissance naturelle ou du moins celle du monde d'où tu viens. Donc Lancelot et Jericho vivaient bien leur journée normale, 24 heures par jour dans cette dimension. Mais leurs corps, eux, suivaient l'écoulement du temps de Britannia. Et d'ailleurs, quand on regarde bien les deux versions de Lancelot, celle du début du voyage et celle de la sortie, il n'y a pas photo, la différence est bien trop flagrante pour qu'on parle juste de 3 ou 4 mois passés là-bas. Son corps a clairement évolué comme s'il avait vécu 3 ans ou un peu plus dans cette dimension. Et d'ailleurs, dans l'histoire principale, on le voit très bien. Lancelot n'a pas du tout la corpulence d'un gamin de 15 ans. Et franchement, plus ça va, plus tout colle à cette idée. Et donc, au final, j'en ressors avec 2 vraies suppositions pour expliquer tout ça. Première option, celle que j'ai déjà évoquée. Le temps s'écoule différemment dans cette dimension. Mais ceux qui y entrent restent régis par le temps de leur monde d'origine pour tout ce qui touche à leur croissance, leur physique, leur développement et tout. Mais sinon, et là je vais être honnête avec vous, la deuxième option est peut-être encore plus logique. Nakaba a simplement décidé ça à la dernière minute. Probablement pour écourter un peu ce flashback, vu qu'il n'y avait pratiquement plus rien à raconter là-dessus. Parce que franchement, quand on regarde bien, que ce soit pour Jericho ou Lancelot, c'était clair et net. Ils avaient passé 3 ans dans cette dimension. Il y avait zéro sous-entendu de temps différent à ce moment-là. Et puis, faut pas oublier, c'est justement pendant cette période-là que Jericho a commencé à développer des sentiments pour Lancelot. Or là, c'est carrément à la fin qu'elle a commencé à les développer. Et même Guenièvre le dit noir sur blanc. Elle a 4 ans d'écart avec Lancelot. Et vous êtes vraiment sûr que si Nakaba avait tout prévu depuis le début, Guenièvre, celle qui connaît littéralement tous les secrets de Lancelot, aurait affirmé ça comme si de rien n'était. Franchement, j'y crois assez moyen. D'autant plus qu'elle savait parfaitement ce qu'ont vécu Lancelot et Jericho là-bas. Et à aucun moment, elle n'a laissé entendre que le temps s'y passait différemment. Ni qu'elle n'avait pas vraiment 4 ans d'écart avec Lancelot. Donc perso, ouais, plutôt que de chercher midi à 14h avec le temps qui se synchronise sur Britannia, je pense qu'on est juste face à un oubli ou un petit ajustement de Nakaba. Et peut-être qu'un jour, il reviendra l'expliquer avec une logique comme celle que j'avance. Mais comme toujours, je veux vos avis à fond dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce flashback. L'aviez-vous trouvé décevant, trop court ou juste c'était à votre goût? Et surtout, est-ce que vous trouvez vous aussi que Lancelot fait moins âgé que son âge officiel qui est 18 ans? Parce que là, entre nous, il n'a rien d'un gamin de 15 ans. Mais bon, revenons au chapitre. On voit donc Ban qui, en discutant avec Lancelot, essaie de lui faire comprendre qu'il n'a pas à se blâmer pour le départ de Jericho. Pour lui, c'est juste la vie. Il est un homme et elle une femme. Point. Mais bon, faut quand même rappeler un détail important aussi. Lancelot, à ce moment-là, était un gamin de 13 ans, voire 10. Tandis que Jericho, elle, en avait 26, voire 29. Vraiment, Jericho est détestable. Donc non les gars, désolé, mais c'est toujours pas normal. Et comme je l'ai déjà dit, Jericho reste détestable. Ce flashback n'a pas réussi à me faire changer d'avis, même s'il m'a un peu fait douter. Bref, on voit ensuite Elaine et Thioré arriver à leur tour. Sauf que là, Lancelot semble avoir disparu avec Ban seul devant. Et Ban lui dit un dernier truc du genre: merci de m'avoir raconté tout ça. Maintenant, va rejoindre tes compagnons. Et juste derrière, Lancelot apparaît avec un petit sourire, remerciant son père à son tour. Et là, on comprend direct, il a enfin maîtrisé le zéro signe. Et comme son père au début de leur entraînement, il flex un peu en apparaissant derrière lui, c'était juste incroyable. Ban de son côté rassure Elaine, Lancelot reviendra bientôt. Et il précise à quel point son fils est incroyable. Parce que bon, maîtriser une telle technique en si peu de temps, c'est pas donné à n'importe qui. Et donc Lancelot repart enfin pour Lyonesse. Mais à la fin du chapitre, on entend une voix lui parler. Et pour ceux qui pensent que c'est Ban, écoutez bien ce que la voix dit. Bon, Lancelot, partons pour
pour un voyage d'aventure palpitant. Alors ouais, dans la traduction française, ce n'est pas clairement dit comme ça, mais le sens reste le même. En traduisant directement le japonais, c'est ce que ça donne. Et sérieusement, vous pensez vraiment que Ban aurait dit un truc pareil à Lancelot? D'ailleurs, Lancelot lui répond direct, fais palpiter ton cœur tout seul. Et il lui dit de la fermer avec sa nonchalance habituelle. Et pour moi, c'est 100% sûr. C'est la dame du lac qui lui parle. En fait, même si Lancelot l'a pulvérisée, rappelez-vous juste ce qu'elle disait elle-même. Ce lac, c'est elle, et elle est ce lac, même si vous ne comprenez pas trop bien cela. Autrement dit, elle est la conscience même du lac. Et quand Lancelot a absorbé le lac, il a aussi absorbé la dame du lac elle-même. Résultat, elle vit désormais à l'intérieur de lui. Alors maintenant, la vraie question c'est, est-ce qu'un jour elle pourra prendre le contrôle du corps de Lancelot? Honnêtement, on ne peut pas l'exclure. Parce qu'on parle quand même bien de deux consciences dans un seul corps. Et ça ouvre beaucoup de possibilités pour la suite. Mais bon, revenons rapidement sur la route scintillante et la magie propre de Lancelot. En fait, je pense que son pouvoir magique a continué d'évoluer encore et encore. Au juste que sa route scintillante a évolué. Car comme le disait la dame du lac, même si Lancelot possède le plus grand des pouvoirs, ce pouvoir n'avait pas encore atteint son plein potentiel à ce moment-là. Voilà probablement pourquoi elle parle de potentiel latent. Et bien sûr, maintenant que ce pouvoir a évolué de fou, aucune arme ne peut plus y résister. Mais attention, je ne pense pas qu'il ait atteint son plein potentiel. Il va continuer d'évoluer, probablement dans un futur assez lointain. Parce que bon, les autres aussi doivent vraiment se mettre au niveau. Du coup, si sa lance ne s'était pas brisée lors de sa route scintillante contre la dame du lac, ou même contre la flaque d'eau du lac, c'est parce que sa magie et non ses réserves magiques n'étaient encore qu'à leur prémisse. Et ça sous-entend directement quelque chose d'important. Ce qui détruit réellement les armes de Lancelot, ce n'est pas vraiment ses réserves magiques offertes par le lac. C'est bien sa magie, la lune brumeuse, celle qui lui permet actuellement de lancer sa route scintillante, la technique la plus puissante du verse actuellement, et qu'il peut maintenant spammer grâce à ses réserves infinies. Pour l'instant, on ne connaît bien sûr pas vraiment toutes les capacités de cette magie, hormis le fait qu'il peut aussi modeler des armes avec elle et tout. Et là, je me pose maintenant une autre question. Pourquoi Nanashi a-t-il comparé sa magie à un fleuve? Franchement, Nakaba va devoir nous donner une bonne explication, parce que la dame du lac sous-entend que Lancelot avait déjà sa magie éveillée avant même de recevoir les pouvoirs ou la réserve magique du lac. Alors pourquoi Lancelot possède-t-il maintenant des attributs propres au lac avec sa magie, si réellement tout ce que ce lac a fait, c'était juste augmenter ses réserves magiques? Tout ça reste assez ambigu, je trouve. On ne connaît toujours pas l'étendue réelle de ce que peut faire la lune brumeuse, et ça laisse encore plein de mystères pour l'avenir. Et donc, pour expliquer cela, peut-être donc qu'en fin de compte, cette magie, la lune brumeuse, possède vraiment différents attributs liés au lac, sans forcément avoir fusionné avec lui. Après tout, dès le départ, les deux étaient complémentaires. Le lac, un réservoir de magie infinie, et la lune brumeuse, le plus grand des pouvoirs. Mais bon, attendons de voir ce que Nakaba nous réserve. En fait, perso, je trouve même que cette théorie est bien plus logique, car la magie de Lancelot absorbe peut-être d'autres magies, tout simplement parce que sa magie est peut-être supérieure à toutes les autres. Et avec l'aide des réserves infinies du lac, il peut le faire sans problème. Il n'a aucune limite là-dessus. Ce chapitre confirme aussi ce que je disais dans ma review précédente. Pour que Lancelot reçoive les pouvoirs du lac dans ce chapitre, il fallait impérativement que ça marque sa sortie de ce lieu. Et au lieu de nous donner un time skip de 2 ans et demi, l'auteur a juste décidé de changer la perception du temps à l'intérieur. Donc oui, même si ce chapitre a été assez surprenant, perso je n'ai pas été choqué ni dégoûté, vu que mes attentes pour ce flashback étaient vraiment modestes. Pour ceux qui pensaient que ça allait être de la folie, qu'est-ce qui laissait penser cela? On savait juste que c'est ce qui a permis à Lancelot de devenir aussi puissant, point final. Donc bon, fallait pas s'attendre à des révélations incroyables. Et comme je l'ai dit, ma déception se situe surtout au niveau de la dame du lac. Perso, je pensais que Nakaba allait la mettre directement en avant avec ses ambitions et tout. Mais pour l'instant, elle semble être en accord avec Lancelot qui est totalement friand d'aventure comme elle. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si Lancelot changeait de mentalité? Ça, seul Nakaba le sait. Et donc, perso, j'ai bien apprécié ce chapitre. Ce n'était pas vraiment le plus exceptionnel, mais il y avait du bon à l'intérieur. Pour toutes les questions qui vous trottent dans la tête après ce chapitre ou sur ce chapitre et que je n'ai pas vraiment abordé dans cette vidéo, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre en short si la question le mérite. Et comme d'habitude, balancez vos avis et tout sur ce chapitre comme cette vidéo dans les commentaires. Ça m'intéresse de fou. Le prochain chapitre aura donc pour titre Amant incompatible. Bien sûr, je ne pense pas que ce sera centré sur Lancelot. Il ne correspond pas trop au titre. Je vois plutôt Tristan et Isolde avec le sentiment d'infériorité d'Isolde à l'égard de Tristan. Ou même Deirdre et Izzy. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, il y avait quand même quelque chose entre les deux. Même si bon, Nakaba pourrait tout aussi tout centrer sur Percy. C'est en jamais. N'hésitez vraiment pas à partager vos avis là-dessus. Ça m'intéresse vraiment de zinzin. Même si bon, globalement, le chapitre 211 des 4 cavaliers de l'Apocalypse a été assez surprenant et controversé. En
On voit enfin la fin du flashback de Lancelot, celui qui explique l'origine de sa surpuissance. Et qui aurait cru que pour devenir aussi puissant, il ait dû s'hydrater à l'extrême. Mais ce chapitre ne se limite pas à ça. On voit la détermination et le sacrifice de Lancelot, prêt à tout pour sauver Jéricho. Sa volonté et son courage font ressortir son humanité, malgré l'immense puissance qu'il a désormais entre ses mains, ayant donc permis à la Dame du Lac de réaliser son plus grand souhait. Étant friand d'aventure, celle-ci vit désormais en lui. Et voilà ce qui découle de la fusion entre la magie ultime et la réserve magique ultime. Grâce à cette combinaison, Lancelot possède le plus grand des pouvoirs et en plus, ses réserves magiques sont désormais infinies. Autrement dit, il peut maintenant exploiter pleinement son potentiel au fur et à mesure de son évolution. Voilà ce qu'est donc Lancelot, le prince du lac. Celui qui peut s'opposer sans sourciller au roi du chaos Arthur Pendragon, le cavalier de la guerre, le plus fort. Mais cette fusion soulève aussi des questions. La Dame du Lac pourra-t-elle un jour influencer sa conscience? Car celle-ci vit maintenant en lui, son rôle futur reste donc un mystère. Alors que nous réserve Nakaba pour la suite? Va-t-il maintenant envoyer Lancelot au purgatoire pour décupler ses capacités physiques à l'extrême? Sait-on jamais. Surtout que dans son arsenal s'ajoute désormais le 0 signe de ban, lui permettant d'éliminer ses adversaires dans l'ombre. Le plus fort des cavaliers frappera encore plus fort dans le futur, à moins que le roi du chaos n'ait d'autres plans pour lui. On sait pas ce que va nous couper Nakaba avec cela. Voilà donc tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, car c'est un réel plaisir pour moi de vous la faire. Comme d'hab pour le soutien, vous connaissez la chanson. Exposez les commentaires pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez les likes, les partages et tout. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la sortie des prochaines vidéos. Bonne continuation à toutes et à tous. Peace.